New York, la ville qui ne dort jamais, une ville-monde de 8 millions d'habitants, qui attire, c'est certain, les artistes, les businessmen, les millionnaires, mais est-ce que vous saviez qu'il y a 50 ans à peine, New York City traversait une crise dont elle a failli ne pas se remettre? Entre faillite économique, criminalité hors de contrôle et quartiers laissés à l'abandon, New York était une jungle moite et dangereuse, bien loin de l'image lisse qu'elle nous offre aujourd'hui. Mais comment la ville en est-elle arrivée là? Comment y vivait-on? Et surtout, comment s'en est-elle sortie? Salut, je suis Tom, et laissez-moi vous guider dans le New York des années 70. Bienvenue à New York. En sortant de votre avion Pan Am, vous êtes accueilli par un grand panneau portant cette mention. Mais dans le hall de l'aéroport JFK, c'est un tout autre type de brochure qu'on vous distribue. Bienvenue dans la cité de la peur. Ce petit guide de survie, émis illégalement par la police de la ville, vous met directement, dans l'ambiance. Parce que New York dans les années 70, c'est avant tout une ville en faillite. Après des années rugissantes entre 1945 et le milieu des 60s, les plus riches habitants de la ville partent en masse habiter dans les banlieues, plus vertes et moins bruyantes. Qui dit moins d'habitants riches, dit moins d'impôts. Ajoutez à ça le choc pétrolier de 1973 et la crise économique qui s'ensuit, et vous obtenez ce que les Américains appellent « a perfect storm ». Puisqu'il y a moins d'impôts récoltés, il faut couper dans les budgets de la ville. On licencie massivement partout, chez les éboueurs, chez les pompiers et surtout dans la police. Résultat, alors que certains quartiers sont carrément laissés à l'abandon, la criminalité s'installe jusqu'au cœur de Manhattan. Toute la ville est concernée. Dans le taxi qui vous porte jusqu'au centre, vous observez la ville. Devant vous, des rues sales, des dealers et des monceaux de poubelles qui s'amoncellent. Le chauffeur vous donne le même conseil que ce que vous pouviez lire dans la brochure. Après 18h, ne sortez plus de votre hôtel si vous ne voulez pas vous faire agresser et dépouiller en plein Manhattan. Ça, c'est la première règle. La deuxième, le taximan vous la donne alors qu'il pose vos valises sur le trottoir face à votre hôtel, en plein cœur de la 7e avenue. Surtout, ne prenez pas le métro. Vous voilà perdu. Il va bien falloir se déplacer dans cette ville immense. Bah, on verra ça plus tard. De toute façon, pour le moment, vous êtes trop fatigué pour ça. Alors que vous tentez de rattraper le décalage horaire en sécurité dans votre chambre, dehors la ville brûle, et ce n'est pas une métaphore. Au nord de Manhattan, à Harlem et dans le sud du Bronx, le paysage ressemble à un véritable champ de ruines. Immeubles décrépits, gravats, décharges, voitures brûlées, nous sommes dans le quartier le plus pauvre d'Amérique. Il y a encore 20 ans, le Bronx était un quartier fleuri et charmant, peuplé par la bourgeoisie blanche. Lorsque celle-ci a massivement fui la zone quand il fut annoncé la construction de logements sociaux, seuls les plus pauvres sont restés. Les bâtiments ont été vendus les uns après les autres à des bailleurs peu scrupuleux et autres marchands de sommeil, les slumlords. De sorte qu'aucune réparation ni rénovation n'a été opérée en plus de 20 ans. Parfois les immeubles s'écroulent tout seuls, et très souvent les propriétaires y mettent eux-mêmes le feu pour toucher l'assurance. Il y a plusieurs incendies d'immeubles par jour dans le Bronx. La police et les pompiers ne s'y déplacent même plus par faute de moyens, et surtout parce que les casernes du Bronx ont été fermées pour faire des économies. Sur la décennie 1970, 97% des bâtiments du South Bronx finiront ravagés par les flammes, et plus de 300 000 personnes finiront à la rue. Néanmoins, les gens vivent tant bien que mal dans ce chaos vétuste et fumant. L'esprit de quartier et l'entraide sont capitales, et la vie continue. Comme ils disent, « That's the life in the city ». Et c'est d'ailleurs à South Bronx que naîtra en 1973 le hip-hop. Le soleil se lève sur Manhattan. Et après cette nuit de sommeil, vous vous sentez enfin prêt à découvrir la ville qui ne dort jamais. Dehors, l'ambiance est folle. La ville bourdonne d'artistes et de créativité. L'air est saturé d'électricité. En sortant de l'hôtel, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui peut bien être si dangereux dans le métro au fond? Les gens exagèrent et surtout c'est quand même l'option la moins chère. En descendant les marches de la station d'à côté, une brise moite et pestilentielle vous coupe le souffle. Si aujourd'hui le métro à New York est utilisé par toutes les couches de la population et est l'un des plus sûrs du monde, dans les 70s c'est l'inverse. Après des années de coupes budgétaires, le réseau est à deux doigts de s'effondrer sur lui-même.
Ça fait des années que plus aucun rail ni train n'a été réparé. Les stations ne sont plus nettoyées. À l'époque, on comptait plusieurs déraillements par semaine. Un trajet qui prenait 10 minutes en 1920 en prend maintenant plus du triple. Et on se fait parfois tuer pour pas grand-chose dans les couloirs. Vous avez de la chance, le train arrive rapidement, pour une fois. En entrant dans la rame, vous constatez que les tags recouvrent autant l'extérieur que l'intérieur. Impossible de voir à travers les fenêtres pour savoir où vous êtes. C'est extrêmement angoissant. Sans raison, les lumières se coupent et le train s'arrête au milieu du tunnel, pendant plusieurs longues minutes. Au loin, dans la rame suivante, une bagarre éclate, mais personne ici ne s'en étonne. Environ 250 crimes divers sont commis dans le métro chaque semaine, et ceux qui peuvent éviter de s'y engouffrer préfèrent prendre le taxi. En remontant vers la lumière, vous comprenez mieux pourquoi on vous a conseillé de ne pas prendre le métro. Il en est de même pour l'attraction que vous êtes sur le point de découvrir. On vous a vivement conseillé d'éviter, mais décidément, vous n'écoutez rien ni personne. J'avais l'image en tête du Times Square qu'on connaît tous. Cette place noire de monde 24 heures sur 7 est écrasée sous le poids électrique d'une collection d'écrans publicitaires. Un New York touristique, le carrefour du monde, un lieu presque familial au fond. Mais lorsque vous sortez enfin du métro et que Times Square se dévoile à vos yeux, c'est un tout autre spectacle bien plus fascinant qui se joue. Une pièce crue et assommante qu'on ne verra jamais dans aucun théâtre de Broadway. Si Times Square a toujours été une place importante, son atmosphère s'est dégradée à partir de la crise de 1929. Le quartier des journaux et des spectacles s'est progressivement transformé en un repère pour les réseaux de prostitution et les trafics en tout genre. Et cette période voit son apogée dans les 70s. Les néons publicitaires pour des Marlboro ou du Cola sont déjà là, mais victimes du mauvais entretien chronique de la ville, ils clignotent jaune, souvent en panne, et éclairant les devantures d'une myriade de cinémas érotiques en tout genre, de sex shops et autres lupanards. La foule est compacte, mais peu de touristes la composent. Pickpockets, clients des cinémas et Mac, personne ne fréquente Times Square vraiment par hasard. À l'angle de la 42e, un drôle de mec vous propose pour $1 une cigarette à l'acide. Vous refusez poliment. Un peu désorienté et surstimulé par l'odeur d'urine et d'herbe, la chaleur moite de la vapeur qui s'échappe des trottoirs, et par le bruit, vous hélez à toute hâte un taxi déboulant sur Broadway pour quitter cette frénésie. Direction Central Park. Pour avoir, du moins c'est ce que vous pensez, un peu de calme. Sauf que non, pas du tout. On est loin du Central Park d'aujourd'hui, poumon vert de la cité, un endroit calme et plutôt sûr. Central Park, à votre époque, est un parc laissé à l'abandon, une friche où la pelouse a disparu depuis longtemps. La ville n'a pas les moyens d'entretenir un parc aussi vaste. Et au détour d'une fontaine asséchée, un dealer vous alpague. Qu'est-ce que vous faites par ici, vous ? Pas très prudent, selon lui. Surtout que vos faux airs de touristes vont forcément attirer les muggers, des voleurs à la tire qui peuvent parfois se montrer très violents. Des meurtres sont commis plusieurs fois par an dans le parc, et certains coins sont tristement célèbres pour avoir été témoins de choses très glauques. Mais la journée, les New-Yorkais s'y rendent quand même volontiers pour jouer au frisbee et s'aérer. Il faut juste connaître les règles et savoir où aller. New York est donc une ville brute et brutale à cette époque. Une jungle urbaine et chaotique, pratiquement un Far West urbain. Pour comprendre comment New York a pu devenir la ville décrite dans cette visite, il faut se tourner vers les travaux de la papesse de l'urbanisme de terrain, l'américaine Jane Jacobs, qui a beaucoup analysé New York et surtout les origines de sa décadence. Dans les années 60, elle lance un avertissement sous la forme de l'ouvrage Vie et mort des grandes villes américaines, dans lequel elle prédit la chute des centres urbains américains, notamment à cause d'un phénomène inhérent à l'après-guerre dans les villes, le White Flight, la fuite vers les banlieues des classes moyennes à supérieures blanches, vers un mode de vie du tout voiture, bien loin de la densité new-yorkaise. Elle y développe alors un concept, celui des yeux sur la rue. Si les riches quittent le centre, ils partent non seulement avec leur capital économique, mais aussi avec leur pouvoir d'achat. Les magasins qui leur étaient dédiés sur Times Square ou Bryant Park ferment à leur tour, et l'œil qu'avait cette classe sociale sur la ville disparaît. Si plus personne n'investit dans la rue, elle s'appauvrit et surtout elle se vide, laissant le champ libre à une criminalité de survivance pour ceux qui restent. Et cet aspect développé par Jane Jacobs fait entrer la ville dans un cercle vicieux, un laisser-aller visuel. Le sociologue George Kelling parle de la théorie du carreau cassé. Si un carreau est cassé dans un immeuble et jamais réparé, les gens vont en déduire que personne ne s'en préoccupe. Et d'autres vitres seront brisées. Dans le métro, c'est pareil. Puisque la ville n'a pas les moyens de nettoyer les tags, ils s'accumulent et tout le monde s'y habitue.
Si la police n'a pas les moyens d'assurer la sécurité du réseau, les problèmes s'accumulent aussi, mais la population est tellement résiliente qu'elle fait avec. Ceux qui ont les moyens partent, et ceux qui ne peuvent pas faire autrement restent coincés dans le cercle. À New York, ça reste un peu différent des autres villes américaines, parce que c'est une ville-monde. La grande bourgeoisie n'a pas entièrement quitté la ville, mais elle ne s'y investit plus totalement. Elle contemple le désastre et s'en plaint, depuis les lofts très sécurisés où elle vit sur Park Avenue, et évolue en vase clos. D'un côté, la ville se désagrège, mais de l'autre, la Fashion Week continue chaque année, les universités de la ville sont pleines, et Wall Street domine toujours le monde. C'est l'émergence d'une ville à deux vitesses. Mais ce chaos est aussi le terrain fertile de nombreux artistes que la ville attire toujours autant. Les 70s à New York, c'est l'époque du Chelsea Hotel, encore hanté par la présence de Janis Joplin et Jimi Hendrix, repère de Patti Smith et Robert Mapplethorpe. C'est aussi Andy Warhol et l'émergence des contre-cultures, l'arrivée des Black Panthers et des mouvements de droits civiques dans les quartiers afro-américains et LGBT. Donc la ville est loin d'être éteinte. Paradoxalement, elle n'a même jamais été aussi vivante, mais elle est juste plus rude et plus tranchée socialement. Et tout ça se voit dans la rue. Après un passage obligé par la Statue de la Liberté, votre journée s'achève lentement alors que vous vous promenez dans le quartier financier. Vous venez contempler les deux tours les plus hautes du monde, les toutes nouvelles tours jumelles du World Trade Center, terminées en 1971. Elles incarnent à elles seules la puissance financière de l'Amérique, mais surtout de New York. Et même si le quartier tout autour paraît encore un peu en chantier, on a clairement l'impression que ces deux tours détonnent dans le paysage. C'est là qu'on observe les deux visages du New York de cette époque. D'un côté, la ville semble se décomposer et sombrer dans la faillite la plus totale, et de l'autre, des bâtiments ultramodernes et symboles de puissance sortent de terre dans des quartiers financiers concentrant une richesse incroyable. Le World Trade Center incarne déjà le renouveau de la cité, et d'une certaine manière les premiers soubresauts d'une sortie de crise. On commence à réaménager la ville, à la repenser et à se la réapproprier. La fracture entre cette richesse opulente et la pauvreté la plus totale va s'aggraver au fil des années. À partir de la moitié des années 80, la ville va commencer à retrouver des finances à l'équilibre et va peu à peu se nettoyer et se libérer des tags. Mais il faudra vraiment attendre 1993 et l'élection de Rudy Giuliani à la mairie pour voir une baisse réelle de la criminalité au prix d'une violence policière assumée et d'une augmentation des tensions raciales dans ce qui était alors encore l'une des métropoles les plus dangereuses du monde. Ce qui est certain, c'est qu'un habitant de la ville des années 70 qui visiterait New York aujourd'hui aurait le sentiment de se promener dans un village suisse. Tellement la ville s'est gentrifiée, s'est calmée et surtout s'est nettoyée. Bien sûr, New York reste New York. Il y a toujours cette énergie électrique, la foule constante, les rats et le bruit partout. Mais c'est une version très édulcorée de ce que c'était. Harlem est gentrifié et on commence à voir pousser des tours de luxe au sud du Bronx, là où brûlaient encore il y a 50 ans des appartements sociaux miteux. La ville est au final aussi brutale que dans le passé, voire encore plus aujourd'hui. Mais cette violence est symbolique et invisible au premier coup d'œil, et résume à elle seule le clivage de richesse qui se creuse toujours un peu plus. La pauvreté est toujours aussi présente à New York. Simplement, aujourd'hui elle est dissimulée, reléguée à la périphérie, dans ce qu'on appelle les Outer Boroughs, très loin du centre. Mais le rêve perdure, et en fuyant la ville dans le taxi qui vous ramène à l'aéroport, vous vous souvenez des paroles de la chanson de Sinatra. Si je peux réussir là-bas, je réussirai partout. Heart sweating,